Donc, je suis Dr Stéphanie Rang-Garnier, je suis médecin du sport et médecin algologue. J'ai été médecin pendant un petit moment en soins de support oncologique, donc dans un service d'oncologie et soins palliatifs. Et je voulais vous parler d'activité physique comme un des soins de support à part entière, comme ceux qui ont été présentés juste avant, mais un petit peu plus. Alors, je parle volontairement donc d'activité physique et non pas de sport, parce que le sport impose ses règles à la personne. On peut même en faire de la compétition. Alors que l'activité physique, surtout dans l'idée du sport santé, c'est que cette activité physique s'adapte à chacun, s'adapte à la pathologie, aux règles de la personne qui la pratique. Donc voilà, ça peut être bien autre chose qu'uniquement des pratiques sportives. Du coup, on peut mesurer l'intensité de cette activité physique et c'est intéressant parce que vous verrez, il y a des études qui se sont basées sur ces intensités avec des effets différents selon les intensités. Alors bon, je rentre pas trop dans les détails, mais là, par exemple, vous êtes à 1 mètre heure. Actuellement, là, au repos, vous êtes à 1 mètre heure. Mais il faut savoir que quand on commence à marcher, on commence à monter à 2. Si on marche un peu plus vite, on va à 3. Quand on monte des escaliers, on est un petit peu en dessous de 6. Bref, ces mètres nous servent pour mesurer l'augmentation du métabolisme. Et l'augmentation du métabolisme aura des effets sur tout notre corps, sur notre système endocrinien, sur notre système immunitaire. C'est pour ça que c'est intéressant pour nos études de savoir où on en est en mètres-heure. Pour la petite histoire, on parle de mètres-heure par semaine, c'est comme ça qu'on peut mesurer les choses. La population dans les pays occidentaux, les USA et en Europe, c'est moins de 3 mètres-heure par semaine, ce qui est très 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 peu. Et c'est un gros problème, vous allez le voir. Là, j'ai fait un petit tableau de conversion où on pouvait associer à différentes activités avec leur représentation métabolique. J'avance. Alors, on va parler de quelqu'un. C'est un cas concret. C'est quelqu'un qui aurait pu être ici. C'est un patient fatigué de 65 ans qui est en train de se faire une accusation de salle AMC. C'est le 2e jour d'hospitalisation. Et ce dont il se plaint le plus, c'est d'une asthénie. Alors qu'en fait, quand il est arrivé, quand il a été hospitalisé, on s'est aperçu que c'était une accusation uniquement sur les résultats biologiques. Il n'avait pas vraiment de symptômes. Mais au 2e jour d'hospitalisation, il se sentait vraiment très fatigué. Il se sentait fatigué et ça peut s'expliquer puisqu'il y avait des troubles du sommeil. Dès la première nuit, il a très mal dormi. Du coup, il y avait une somnolence diurne, excusez-moi, parce que somnolence nocturne, c'est normal. Il y a aussi une perte d'appétit, il n'avait pas trop envie, une constipation, il ne bougeait pas. Commence à s'installer, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'idées noires, une sensation d'impuissance, une sensation de claustrophobie. Et tout ça s'accompagnait de douleurs surajoutées, des lombalgies. Alors, la fatigue décrite par ce patient au décours de cette maladie est-elle classique et durable? Ben oui, en fait, dans tous les cancers, pas que les problèmes d'hémopathie, on a décrit la fatigue liée au cancer comme une sensation d'épuisement physique, émotionnel ou cognitif en relation avec le cancer et ses traitements et qui n'est pas proportionnelle à une activité physique récente, même surtout qui ne cède pas au repos. Ça, c'est important. Parce que bien sûr, intuitivement, quand on se sent fatigué, on se repose. Or, si on se repose et qu'on commence à suivre cette fatigue-là, qui est une fatigue qui ne va pas céder au repos, on va aggraver sa fatigue. Parce que si on se repose la journée, on va moins bien dormir la nuit. Si on n'utilise pas ses muscles, les muscles vont fondre. Si les muscles fondent, on va avoir des lombalgies, par exemple. Vous voyez le cercle vicieux dans lequel on peut commencer à rentrer si on suit cette fatigue et si on ne fait pas un petit peu d'activité physique régulièrement. Alors, ça, c'était des études qui montraient que cette fatigue, c'est souvent le premier symptôme. Des fois, c'est un symptôme annonciateur avant même le diagnostic et qui peut persister plusieurs années après les traitements, même quand on est guéri. C'est un vrai problème de santé publique parce que quand on est fatigué tout le temps, on ne reprend pas une vie normale après. La reprise d'activité professionnelle, c'est difficile. Donc, il y a des conséquences, en fait, qui peuvent être à long terme alors que la maladie est guérie, qui sont liées à cette fatigue.
C'est un des effets secondaires des traitements le plus redouté par les patients, devant même parfois d'autres, nausées, troubles du sommeil, perte des cheveux, perte de poids, dépression. Ça, c'est en 2010 que Colin nous l'avait montré. Alors la fatigue, c'est multifactoriel, hein, ça n'est pas que l'absence d'activité physique qui fait qu'on dort moins bien, etc. Il y a beaucoup de choses, et puis il y a des choses qu'il faut traiter, évidemment, qu'il faut déceler et traiter, comme par exemple l'anémie. Mais tout est lié. Hein. Si on a des troubles de l'humeur, une dépression, une anxiété, on n'aura pas, on aura une réduction d'activité associée, etc. Tout est lié. Donc il faut essayer de réfléchir à comment améliorer ces symptômes, de façon à ne pas rentrer trop dans ce cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient? Au départ, lui, c'est un homme qui était plutôt sportif, marié, profession libérale, etc. Et là, ces symptômes-là, ces troubles du sommeil, surtout cette énorme fatigue, cette sensation de désœuvrement, hein, vraiment, il se sent emprisonné. Eh bien sûr, il faut aller chercher les causes. Alors là, je parle en tant que médecin, je ne sais pas comment je fais pour éviter les bips. Il faut chercher les causes et essayer de les traiter, hein, s'il y en a, au niveau médicamenteux. Est-ce qu'il faut respecter sa douleur, sa fatigue, son rythme, ses goûts? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien sûr, il faut respecter, évidemment. Mais alors, respecter la lombalgie, oui, il faut la respecter, mais ce n'est pas en le faisant devenir complètement inactif, couché, pas bouger, que ça va améliorer sa lombalgie. Bien au contraire, on s'est aperçu, on le sait maintenant, que le meilleur traitement contre la lombalgie, c'est la reprise d'activité physique, parce qu'on va réentraîner les deux colonnes musculaires de part et d'autre de la colonne vertébrale à soutenir cette colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, quand on voit l'image de la colonne vertébrale de profil, c'est quand même bizarre d'imaginer une colonne qui soit comme ça, quoi. Comment ça peut tenir contre la gravité, hein? Ça tient parce qu'il y a un trépied musculaire. De part et d'autre de la colonne, il y a deux piliers de muscles qui sont importants pour tenir cette colonne. Et devant, le trépied, c'est les muscles abdominaux. Donc si on a un déficit de ces muscles-là, on a essayé chez des volontaires sains jeunes, on a tous mal au dos. On les avait alités, c'était pour une étude aérospatiale, ça n'a rien à voir, mais on sait que quand on perd ces muscles-là, on a tous des lombalgies, des cervicalgies, des dorsalgies. D'accord? Donc il faut respecter sa douleur, la traiter, mais aussi le faire bouger. Donc on lui propose de l'activité physique, laquelle, comment. Le but, c'est de lutter contre le déconditionnement. Quand on met quelqu'un dans une chambre d'hôpital, quelle que soit sa pathologie, on va lui rajouter des problématiques qui sont liées au déconditionnement physique, psychique, social, familial, professionnel, les sorties extraits de son milieu habituel. Et si on le laisse désœuvrer comme ça, il va se rajouter des symptômes qui n'existent pas avant et qui n'ont même aucun lien avec la pathologie. On peut avoir ces troubles-là chez des gens qui vont se faire opérer d'une chirurgie orthopédique. D'accord? Donc, ça a été tellement important, et on l'a bien décrit, que la Haute Autorité de Santé a décidé que c'était une thérapeutique non médicamenteuse, validée, importante, pour lutter contre les symptômes. On parle de plus en plus d'ailleurs maintenant de préadaptation plutôt que de réadaptation. Vous savez, la réadaptation, c'est ce qui permet, une fois qu'on est sorti d'un traitement, de se réadapter à la vie. Donc on va dans un centre de rééducation et puis on va se remuscler, on va retravailler tout ça. On pourrait très bien réfléchir à préadapter. Imaginez que, comme un sportif de haut niveau qui a besoin d'un conseil nutritionnel, d'un préparateur physique et psychique, pour amener le jour de la compétition la personne, le compétiteur au top de sa forme, on pourrait réfléchir à ça, peut-être. Ça, ce sera, je pense, la médecine de demain. Préadapter la personne pour qu'elle soit le mieux possible au niveau physique, psychique et nutritionnel. Quels seront les bénéfices de l'activité physique sur la fatigue et la qualité de vie de ce patient? Donc, on va lutter contre l'asthénie, on va lutter contre la dépression. Et quand je dis ça, il ne faut pas être trop humble, hein, quand on parle des soins de support et de l'impact des soins de support. Oui, certes sur la qualité de vie, mais si on est là aujourd'hui et si ces soins de support sont intégrés à l'hôpital, c'est parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait un lien entre qualité de vie et survie. C'est des études énormes. Il y en a une en 2011 de Temel à Boston qui a montré que chez les patients qui avaient un cancer métastatique pulmonaire d'emblée palliatif, si on leur faisait faire des soins de support précoces et efficaces, ils amélioraient leur qualité de vie et c'était lié à une augmentation de leur survie.
Bien sûr, on parle là de cancer pulmonaire, mais c'est une idée. On va adoucir l'isolement carcéral, on va améliorer le sommeil, on va préparer la sortie. Donc il y a eu quelques études, alors en hématologie, c'est vrai que ça reste encore un petit peu pauvre, mais il y a des études dès 2004 qui montraient qu'il y avait une association entre fatigue, dépression et diminution des performances physiques. De là à dire que l'augmentation des performances physiques allait améliorer dépression et fatigue, il n'y avait qu'un pas que certains ont franchi. Il y a une grosse étude de la littérature qui s'est faite en 2014, qui a retrouvé 9 études randomisées, donc de bonne qualité scientifique, sur 818 patients, et qui montra un impact positif sur la qualité de vie, fonction physique, dépression et fatigue. C'est QFD. Alors, donc ça, c'était encore une grosse étude, je vais vous laisser tranquille avec ça. Donc, l'activité physique est connue comme étant le seul traitement contre la fatigue. Ça marche, la fatigue, c'est connu comme, c'est systématique quand on a un traitement, et ça peut continuer jusqu'à 70% après les traitements. On sait que l'activité physique va diminuer jusqu'à 36% l'asthénie. La masse musculaire, elle va être maintenue, voire augmentée, et ça a un impact sur les traitements. Quand on a des corticoïdes, on sait qu'on va faire fondre sa masse musculaire. Si on n'a pas un apport derrière pour essayer de la maintenir ou l'augmenter, on va avoir plus de symptômes derrière. La qualité de vie, elle est améliorée. La précarité sociale aussi est améliorée. Ça, c'était quelque chose qui a été montré dans un congrès. La précarité sociale a été mesurée par le score EPIS de la sécurité sociale et a bougé en fonction de la pratique ou non d'activité physique pendant le cancer. On améliore l'image corporelle, la qualité du sommeil, les syndromes dépressifs, et on diminue, et ça c'est du concret. On en parlait. Des fois, il vaut mieux faire un soin de support que d'aller prendre un médicament. L'un n'empêche pas l'autre. Mais on a mesuré qu'il y avait une diminution de consommation médicamenteuse chez les patients qui faisaient de l'activité physique et de morphinique. Alors, je peux témoigner parce que j'ai moi-même diminué des pompes à morphine chez les patients qui s'étaient mis à faire le programme d'activité physique. 30 à 40% quand même. Donc là, c'est pas encore trop sorti dans les études, il faudra qu'on en fasse. Voilà l'histoire du cercle vertueux qu'on peut obtenir en injectant de l'activité physique au cours des traitements, avant, après, n'importe quand. On améliore les capacités physiques, on améliore l'autonomie, l'image, le schéma corporel. Il faut quand même imaginer, j'imagine que vous devez le ressentir, qu'on se sent un petit peu trahi quand même par son corps quand on est malade. Et là, l'idée, c'est de réinvestir positivement son corps, de se faire du bien avec, de reprendre une meilleure image corporelle, un meilleur schéma corporel aussi. On a une action sur les symptômes qui sont décrits en dessous. Donc, péristaltisme, on va être moins constipé, pour être concret, douleur, on aura moins mal, sommeil, humeur, poids, tout est touché. Et ça a un impact, bien sûr, derrière, sur le reconditionnement, la réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Alors, je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais on sait maintenant dans les études, alors ça ne concerne pas que l'hématologie, et surtout ça a été très, très mesuré dans les autres cancers, et ça c'est un message qui est valable pour la population générale. On va faire une prévention primaire très claire quand on fait de l'activité physique, 150 minutes par semaine. C'est ce que l'OMS disait depuis un moment, ben ça se confirme. 150 minutes par semaine, il ne faut pas le faire tout d'un coup parce que sinon on stresse un peu son corps. C'est au moins 2-3 fois, si possible tous les jours, 20-30 minutes. 20-30 minutes, c'est pas un sport, c'est juste faire un petit peu battre son cœur un peu plus, utiliser un peu toutes les parties de son corps, dérouiller ses articulations, commencer la journée en faisant le chat, s'étirer, partir. Vous allez voir, je ne vous l'ai pas fait parce qu'on n'avait pas le temps, mais quand on se sent un peu fatigué, que ça fait longtemps qu'on écoute des conférences, même si elles sont très intéressantes, en général, on se sent un peu fatigué. Si vous vous étiez levé un tout petit peu juste pour dérouiller vos articulations, je suis sûre que vous auriez senti, je l'ai fait aux étudiants en médecine, ils sont d'accord, vous auriez senti un petit regain de vitalité comme ça. Donc, ce regain de vitalité, il n'est pas sans conséquence. On sait qu'on va diminuer le risque d'apparition de certains cancers. Ça va jusqu'à 40% pour les cancers du côlon si on suit ces 150 minutes par semaine en 2 à 3 fois. Je voulais vous le dire aujourd'hui parce que c'est quand même hyper important que ce message soit diffusé dans toute la population. Pendant et après les traitements, on l'a dit, réduction des effets secondaires, réduction des symptômes, amélioration de la qualité de vie.
on potentialise les traitements. Alors là, c'est plutôt pour les cancers solides que ça a été mesuré. En hématologie, pour l'instant, on n'a pas démontré ça. On peut avoir une action sur la survie et les récidives. Donc sur les cancers solides, ça va quand même jusqu'à 50% de mortalité en moins. Les mécanismes sont connus, les blocages aussi. Donc ça, c'était juste pour préciser les études qui avaient montré les diminutions du risque d'apparition. Ça, c'était pour montrer les études qui ont montré que ça diminuait le risque de récidive et ça augmentait la survie, même dans les cas de soins palliatifs. Donc voilà pourquoi. Parce qu'en fait, on est tout simplement fait au départ, encore, pour être comme le gars du milieu, celui qui commence à se courber un peu. On est encore fait, notre physiologie est encore faite pour aller bouger notre corps tous les jours. Ne pas faire ça, c'est comme un moteur diesel. Si on ne fait pas ça, il s'encrasse. Ne pas faire ça, ça entraîne les maladies cardiovasculaires, les diabètes, certains cancers. A priori, pas les cancers hémato, pas que je sache en tout cas. Mais ne pas faire ça va vraiment avoir des conséquences sur la santé de tous. Bon, juste un petit résumé de comment ça marche, pourquoi ça marche. Alors là, c'est les effets quand on fait 150 minutes par semaine. Hein. Quand on fait 20 minutes un peu intenses, on va modifier tout ça durablement pendant 48 heures. Tout ça, c'est de l'immunité, c'est des hormones, c'est tout le système lipidique. Et tout ça est défavorable aux cellules cancéreuses et favorable à la lutte contre les cellules cancéreuses. On a tous les jours, tous, des cellules cancéreuses. Hein. Notre système immunitaire lutte contre, est capable de lutter contre. Donc voilà comment on a expliqué que ça pouvait fonctionner sur la prévention primaire. Je vous fais grâce de la suite. Alors, pour qui, quand, comment pratiquer, je pense que là, il faut casser toutes les idées de c'est bon pour les jeunes qui ont été sportifs avant. Et c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde que c'est bon. Quel que soit le cancer, quel que soit l'âge, le niveau sportif, on a été sportif avant ou pas. Quel que soit le moment du parcours de choix, on peut faire du sport en chambre, qui n'est pas forcément du sport sexuel. On peut faire du sport en chambre. Et c'est même conseillé. Régulièrement, ça aussi, c'est hyper important. Tout d'un coup, c'est stressant, mais régulièrement, un peu tous les jours, c'est le meilleur. Et si possible, que ça devienne une habitude de vie. Là, j'ai mis pour au moins 6 mois, parce que les études montraient que c'est quand on faisait ça, au moins 6 mois que ça fonctionnait. Mais c'est bon pour tous les jours, comme on se brosse les dents. Il faudrait avoir cette habitude de vie, de faire un tout petit peu monter en tour notre cœur tous les jours. Voilà, alors attention à la loi, parce qu'il y a une loi qui est dans l'air, qui dit que en fait, on pourrait prescrire bientôt de l'activité physique sur ordonnance. Et c'est pas pour rien, parce que quand vous avez vu les résultats qu'on a quand même en termes de prévention primaire et secondaire, voilà. Alors attention, parce que ne pas proposer d'activité physique à ces patients un jour, on risque de nous le reprocher, nous les médecins, donc il faut qu'on s'y mette. Attention aux injonctions normatives aussi. Bon, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est une carte de plus qu'on peut donner, et puis le patient le prend ou le prend pas. Voilà, chacun est libre. C'est important d'encadrer ces activités physiques particulières par des gens qui sont formés. Ça, c'est essentiel. Donc moi, j'avais cité 2-3 filières qu'on a trouvées. Il y a la filière STAPS-APAS de la fac de sport. Quand on veut vraiment s'intéresser au cancer, à l'après-cancer, c'est bien de se surspécialiser. Et quand on veut faire de l'activité physique pendant les traitements, là, il y a un diplôme universitaire sport et cancer qui est enseigné à Paris 13, 260 heures de cours quand même, hein, théorique et pratique. Et je crois que c'est pas inutile. Voilà. Ça, c'était une petite idée de prescription, parce que finalement, nous, les médecins, on a l'habitude de faire des prescriptions. On peut très bien imaginer faire des prescriptions de soins de support. Et comment faire ça? Voilà. On a un petit tableau d'équivalence entre une prescription d'une molécule et une prescription d'activité physique. Ça, c'était pour mes collègues. Les contre-indications, est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, il y en a. Hein, il y en a. Est-ce qu'elles sont systématiquement absolues ou est-ce qu'elles sont relatives? Est-ce qu'elles nécessitent d'adapter encore un peu plus l'activité physique? Moi, j'aurais tendance à pencher sur la deuxième partie. Bien sûr, quand une maladie est non contrôlée, comme par exemple un diabète, on ne va pas se retrouver avec quelqu'un qui fait son coma diabétique devant soi. Donc, toute affection aiguë, fièvre, il faut mieux éviter de s'exciter ce jour-là. Donc, les problèmes cardiaques, évidemment.
Les problèmes pulmonaires aigus ou importants, il faut faire attention. La métastase osseuse lytique, oui et non, parce qu'en fait, il suffit de savoir qu'elle existe, où elle existe, et puis on peut adapter une activité physique sur le reste du corps. Voilà, les blocages, les freins, on les connaît, et c'est en premier un défaut d'information, à la fois des soignants et des patients. Et puis après, l'information, il y a être convaincu aussi, parce que c'est pas toujours la même chose. Informé, convaincu. Et passer à l'action, c'est encore autre chose. S'il n'y a rien qui est proposé, c'est difficile de passer à l'action. Et puis si les représentations des soignants vont pas dans le sens, c'est aussi compliqué. Donc il faut agir sur tous ces facteurs-là, être informé, convaincu et ne pas hésiter à passer à l'action. Voilà, bon ça c'était un petit film qui montrait ce qui se passe en hématologie à Saint-Louis. Je le montrerai peut-être aux intéressés après. Voilà ce qui s'est passé à Saint-Louis. Il y a quand même, depuis 2 ans, 200 patients qui ont fait de l'activité physique pendant les traitements en chambre. 0 abandon, parce que c'est adapté, tout simplement. Et moins de 10% de patients qui ont refusé. 16 à 80 ans et encore un peu plus. Les situations, peu importe que ce soit curatif ou pas, qualité de vie, elle est bonne pour tout le monde. Ce qui a été efficace, c'était une vraie motivation avec une vraie alliance soignant, soigné, sportif. On bosse tous ensemble. Avec cette idée d'empowerment dont vous parliez au départ, c'est-à-dire donner la main aux patients sur certaines parties du traitement. La personne peut le faire à votre place, le coup de l'activité physique. On peut vous aider un peu, mais alors personne ne peut le faire à votre place. Voilà comment ça se faisait. Ça, c'est ce qui se passe à la Timone et c'est ouvert à tout le monde. C'est Plus Sport la vie, on a monté ça depuis 2013. Ça a repris. Donc le mercredi, au gymnase de la faculté de médecine, on fait une activité donc, de 15h à 17h qui est du médiété escrime. Alors je ne me suis pas appesantie là-dessus, mais le médiété, on peut associer ça à simplement l'activité physique adaptée, vraiment spécialement conçue pour les patients pendant le cancer. Et voilà, vous avez les autres lieux ici. Et le mode d'emploi, c'est juste avoir un certificat médical de non-contre-indication à cette pratique particulière. Il n'y a quasiment aucune contre-indication. Et l'adhésion, c'est de 8 à 20 € par an en fonction des possibilités de chacun. Voilà, les informations sont là. Je vous remercie beaucoup de votre attention.